Bienvenue sur Marketing, le premier podcast universitaire francophone sur le marketing. Ce podcast est créé et animé par les étudiants de TechDeco Périgueux et moi-même, Fabrice Cassou, maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Notre objectif est de vous partager du lundi au vendredi notre passion et notre curiosité sur le monde du marketing. Alors bonne écoute. Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Paul Fauvel. Bonjour. Donc directeur général du club de Bergerac. Donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît ? Paul Fauvel, du coup 25 ans, originaire de Bergerac, ancien élève de TechDeco Périgueux. Très heureux d'être là aujourd'hui. Donc je viens en tant que directeur du club de Bergerac avec une volonté d'expliquer un peu mon expérience pro et perso et surtout d'expliquer un peu le monde du management sportif qui est un peu vague et de vous préciser plein de choses. Super. Et est-ce que tu peux nous présenter un peu le club du BPFC du coup ? Donc le Bergerac Périgord FC, c'est un des clubs principaux du département de la Dordogne. On est 430 licenciés, on a un budget de 1,1 million d'euros avec 26 salariés qui comprend du coup les joueurs dedans. On est un club qui s'est fait sa réputation récemment avec la Coupe de France, l'épopée qu'on a pu connaître en éliminant 2 Ligue 1 et une équipe de N1. Et on est surtout un club ancré sur le territoire avec une véritable envie de développer à la fois des enjeux économiques, avec un réseau d'entreprises très présent avec 300 partenaires, mais également des enjeux sociétaux et environnementaux, car on est impliqué avec des partenaires comme Veolia sur des enjeux très vraiment liés à la préservation de l'environnement, de l'eau. Donc on est un club de foot initialement, mais on veut se diversifier sur les sujets économiques et environnementaux également. Et justement, par rapport à d'autres clubs de foot, comment le BPFC se différencie par ses valeurs ou ses enjeux, ses objectifs ? Donc nous, on est un club qui est très familial, notamment parce que le président, du coup, ça reste mon père, qui est là depuis 17 ans, que j'ai rejoint il y a 3 ans, pour essayer de le seconder et de redonner un second souffle à ce projet. Au niveau sportif, nous, on souhaite recruter les meilleurs joueurs issus du Sud-Ouest, c'est-à-dire qu'il y a un ancrage territorial par rapport à la région. C'est-à-dire qu'on prend les meilleurs joueurs issus du Pays Basque, de Bordeaux, de Toulouse, de Niort, de Poitiers. C'est une volonté d'avoir une équipe avec une forte identité et qui puisse se retrouver dans les valeurs que l'on propose de solidarité, d'entraide. Ça peut être également, comme vu en Coupe de France, avec un vrai accent sud-ouest qui correspond à la mentalité des gens ici. Et c'est surtout, on souhaite avoir un club pionnier sur la formation du club, avec des enjeux mis sur la vidéo, sur le numérique, sur l'innovation, pour accroître du coup la performance sportive et marketing du club. Ok. Et justement, pour revenir sur la Coupe de France, est-ce que tu peux nous parler de votre parcours Alors, le parcours de la Coupe de France, du coup, a débuté contre des petits clubs. On a eu un tirage honnêtement assez favorable, car on a rencontré que des clubs de niveau inférieur jusqu'au 32e de finale. Et début décembre, on a eu la chance du coup d'affronter le FCMS, qui est un club de Ligue 1, qui était bas de tableau en Ligue 1, à Bergerac, qu'on a battu au tir au but. Et le fait d'avoir battu en fait cette équipe de Ligue 1, qui était la première fois qu'on battait un club de Ligue 1, on a déjà battu des clubs de Ligue 2, mais jamais Ligue 1, ça a permis d'enclencher, on va dire, une dynamique sur notre territoire, parce qu'en plus c'était devant le public, devant les yeux des Bergeracois. Et du coup, on a ensuite enchaîné contre Créteil, qu'on a éliminé pareil au tir au but 5-4 de la même façon que le FCMS. Et là, du coup, c'est l'embellie parce qu'on a égalé le record du club, qui était d'avoir atteint du coup les 8e de finale de la Coupe de France en 2017. Et là, on a la chance, il nous manquait notre tableau de chasse, un club historique du football français. Et on a la chance du coup d'affronter Saint-Etienne. Donc Saint-Etienne, c'est à la fois, c'est un super tirage parce que c'est un monument du football français. Tout le monde connaît l'AS Saint-Etienne, nos grands-parents, les jeunes, etc. Tout le monde parle de ça. Et c'est aussi, sur l'instant présent, c'est le club qui offre le plus d'opportunités de passer, car quand on les a rencontrés, ils étaient derniers de Ligue 1, avec un nouveau coach, avec un nouvel effectif, et du coup on s'est dit, jouer Saint-Etienne c'est bien, les battre c'est encore mieux, et on a réussi du coup à passer 1-0 contre Saint-Etienne, à Périgueux, le match il était, et ça nous a créé vraiment un élan de notoriété qui a été énorme autour du club, autour du projet global, et ensuite on a eu... je ne sais pas si la chance ou la malchance de tirer l'autre petit poussé de la Coupe de France qui était le FC Versailles, mais c'est un gros poussé plutôt, parce que c'est un budget à 2,8 millions d'euros, le triple du nôtre, et c'est un projet avec des joueurs surpayés, très très forts, qui vont monter logiquement en National 1. Et malheureusement, on perd 1-0 tout le match, on a la chance d'égaliser un partout à 2 minutes de la fin, et on perd au tir au but en tirant un tir sur un poteau, et du coup l'aventure s'arrête un peu malencontreusement sur un poteau, mais ça n'empêche rien qu'on a éliminé 2 clubs de Ligue 1, un club de N1, et qui nous a permis, club,
d'avancer sur le projet, parce que c'est un vrai coup de projecteur à un instant T. Et nous, maintenant, ce qui est intéressant, c'est de travailler sur l'héritage autour de cette épopée Coupe de France et la stratégie que l'on va déployer sur les 3 prochaines saisons. Donc justement, pour revenir sur le fait d'avoir fait ces matchs à Périgueux, pourquoi avoir choisi de faire tous ces matchs à Périgueux ? Alors l'idée au départ, c'était un pacte moral qu'on avait un petit peu avec la population périgordine, parce que l'aventure a démarré à Bergerac, au bassin du projet du club. Et en fait, on s'est rendu compte que les gens se sont pris d'affection. Parce que vous savez, ici en Dordogne, c'est un petit peu une terre de rugby. Et le fait d'avoir cette Coupe de France permet de mettre en avant à la fois le projet du club, mais également le football amateur. Et on est arrivé du coup à créer un lien. On a vu tous les commerçants à Bergerac qui sont mobilisés, qui ont décoré les vitrines en rouge et bleu pour mettre en avant le BPFC. Et quand on a vu en fait cet élan de solidarité, on s'est dit on ne peut pas accepter d'aller jouer un match ailleurs qu'en Dordogne. Et quand il y a eu Saint-Etienne, on s'est battu, parce que Saint-Etienne, c'était pas simple à faire à Périgueux, avec des grosses contraintes de sécurité et d'aménagement. Et la mairie de Périgueux nous a accueillis les bras ouverts, a fait tous les moyens qui étaient en leur possession pour mettre en place un stade digne de ce nom. Et on a réussi à faire Saint-Etienne, club historique à Périgueux. Et là, quand on passe contre Saint-Etienne, on sent que la ville de Périgueux veut continuer à nous recevoir. Nous, on veut rester à Périgueux parce que c'est important d'être au cœur de notre Périgord, parce que nous, on a un projet qui est très territorial. On parle de Grand Sud-Ouest, mais le Grand Sud-Ouest comprend également le département de la Dordogne, bassin du club. Et là, du coup, on a senti qu'il y avait une fierté de soutenir Bergerac. On voyait les gens sur les réseaux sociaux dire on est fiers d'être Bergeracois, Périgourdin. Ça a dépassé un peu notre simple localisation à Bergerac. Et dans notre nom, qui est le BPFC, on a Bergerac Périgord FC, donc du coup ça prenait tout son sens. Et quand Versailles du coup ne souhaitait pas venir jouer à Périgueux parce que pour eux c'était pas assez bien, là nous on s'est sentis agressés, vexés, insultés. C'est pour ça qu'on est monté au créneau et qu'on a tout fait pour jouer à Périgueux et proposer une fête du football en Périgord et montrer aux Parisiens qui descendaient qu'effectivement en Dordogne on pouvait avoir un club de football qui joue bien et avec une super ambiance made in Sud-Ouest. Donc voilà, c'était un peu le but de la démarche que de rester en Périgord. Et justement, comment vous avez réussi à motiver les commerçants, les joueurs, les salariés du club, les bénévoles, pour tous être soudés autour de la Coupe de France et de motiver les troupes Ouais, il faut savoir qu'au niveau de la cohésion interne au club, c'est un travail qui dure 2 mois et demi, mais c'est une vraie machine à laver. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de vacances d'hiver, parce que le match contre Créteil était le 2 janvier. Donc on n'est pas parti en vacances, on est resté sur place, on a travaillé à fond, on n'a pas compté nos heures, honnêtement, parce que ça demande beaucoup de boulot par rapport à d'habitude, beaucoup de contraintes organisationnelles, c'est-à-dire en sécurité, il y a un vrai cahier des charges imposé par la fédération. Les médias nous appellent tout le temps, week-end, soir, etc. On a une grosse pression médiatique qu'il faut gérer, parce que n'importe quel mot que l'on peut citer plus haut qu'un autre va être repris dans la presse et peut être servi contre nous au niveau de l'équipe adverse. Donc ça aussi, c'est important à chaque appel de ne pas se tromper dans ce qu'on dit. Il m'est arrivé une mésaventure avec l'équipe où j'avais dit une petite blague sur Saint-Etienne qui voulait 200 kilos de glaçons. À un moment, j'ai répondu qu'on n'était pas un bar ambiance, quoi. Et l'équipe l'a repris, ça a vexé le club Saint-Etienne. Donc au bout d'un moment, il faut faire attention à ça. Et c'est vrai que ça met de la pression. Donc quand on travaille tous par rapport à ça, quand on a les médias qui viennent nous voir, on a eu des médias qui ont fait des reportages sur la communication du club, sur la partie commerciale, sur le secrétariat. Donc ça motive d'être mis en avant. Et honnêtement, tout le monde a été très soudé. Les bénévoles également se sont mobilisés, parce que sur un match classique de Coupe de France, c'est à peu près 70 bénévoles qu'il faut aller trouver, qu'il faut motiver, qu'il faut organiser. Parce qu'à l'année, ils ne sont pas 70. Ils sont 30. D'accord. Donc il faut doubler les effectifs, il faut leur donner une fiche de mission à chacun, il faut les placer, il faut les rencontrer, c'est faire des réunions. Et les gens ont envie de bien faire. Quand ils s'investissent dans le club, ils veulent bien faire. Et donc, il faut les considérer par rapport à ça et les récompenser. Et le fait qu'ils viennent s'investir, donner du temps pour un événement comme ça, c'est hyper important. Et ça a pu souder, on va dire, l'entraide au niveau du club. Après, sur la cohésion externe de la Coupe de France, les commerçants, on n'a même pas eu besoin de mettre une pièce. De eux-mêmes, ils ont décidé de se mobiliser. Et nous, club, on a aidé à ça. C'est-à-dire qu'on a fourni des ballons bleus et rouges, on a fourni des t-shirts grâce au Crédit Agricole. Et on a fait un jeu concours de qui sera la plus belle vitrine dans Bergerac, avec au final du coup l'opportunité de gagner un parrainage de match sur un match de championnat de l'équipe première. Et honnêtement, on a eu une super mobilisation des commerçants de la ville de Bergerac, parce que ça n'a pas toujours été évident avec eux depuis le départ, où on a eu la mairie qui était allumée en bleu et rouge, le pont de Bergerac qui était éclairé en bleu et rouge. Et ça, de se dire que c'est grâce au football, c'est la plus belle fierté qu'on pouvait avoir du parcours. Bien sûr. Et que penses-tu du fait que le BPFC pourrait changer de division prochainement ?
C'était quelque chose, totalement bizarre parce que, faut être très clair là-dessus, on change de coach la saison dernière. On met un jeune coach qui a 33 ans, qui arrive du niveau en dessous, qui n'a jamais connu le niveau N2. C'est la première année où on met le moins de moyens financiers sur l'équipe première en disant mais on va plutôt renforcer après le Covid les jeunes parce que ça nous tient à cœur également, sans forcément dire bon, on fait la croix on fait une impasse sur l'équipe première. Et en fait, en mettant beaucoup plus de cohérence dans le projet, dans le recrutement très local, très sud-ouest, on s'est rendu compte qu'avec des mecs de valeur qui étaient peut-être moins forts techniquement, intrinsèquement, que ceux qu'on avait les saisons précédentes, et encore, ça reste à prouver, et on a réussi à créer une émulation qui draine le club vers le haut. Et là, quand on est deuxième actuellement à 1 point du premier, qui est Angoulême, qu'on va recevoir fin avril pour une finale, j'espère, qu'on est invaincu depuis le 4 septembre, qu'on n'a pas pris on a pris un but contre Versailles, contre Béziers, mais on n'a pas pris un but depuis fin novembre, je crois, donc on a une vraie solidité défensive et collective. Mais on se dit qu'on a peut-être les moyens d'aller chercher autre chose, mais avant d'aller chercher un niveau footballistique supérieur, il faut qu'on arrive à structurer. Parce que si on monte et que les structures ne suivent pas, on est mort, on ne peut pas perdurer. Et donc nous, le rôle qu'on a actuellement, la partie administrative, c'est d'avoir un complexe sportif qui réponde aux critères du championnat N1, d'avoir des féminines qui suivent la montée au niveau de l'équipe garçon, et qu'on ait des jeunes également qui soient capables un jour d'aller intégrer cette équipe première. Si on n'a pas ça, on aura une équipe première complètement hors sol, qui sera totalement séparée du projet du club, et nous on veut une cohérence et une transversalité des petits jusqu'aux grands. Vous voulez faire monter tout le monde en même temps, quoi. Ouais, l'idée, c'est pas faire monter de niveau, mais c'est faire monter en compétences, dans tous les cas. Mettre plus de moyens, entre guillemets, par rapport à ça. Plus d'éducateurs diplômés, plus de formation, plus d'outils d'analyse vidéo, statistiques. Et ça, c'est ça le vrai projet. Parce que si on fait monter une équipe pour dire on la fait monter et que le train ne suit pas, le wagon avance, mais le train ne suit pas derrière. Donc c'est pas le but. Et effectivement, ça nous touche. Et on aimerait être le premier club de Dordogne actuellement, de foot, à atteindre ce niveau actuellement. Et après, voilà, on a une opportunité parce que dans le sud-ouest, il y a une grande diagonale du vide qui part de Bayonne, qui va jusqu'à Limoges, où il n'y a aucun club de foot. Et quand on voit qu'après, c'est Pau, Niort et les Girondins, dont on connaît la situation, et j'espère qu'ils vont rester en Ligue 1, nous, on a une place à prendre derrière ces 3 clubs principaux du sud-ouest. Et quel impact tu penses que ça aurait sur le club et sur ton travail, ce changement de division, justement? Ça fait rêver parce que quand on sait que c'est diffusé par Canal+, qu'on aurait Canal+, qui viendrait à Bergerac diffuser le match, tout de suite c'est un coup de projecteur supplémentaire. Au niveau de mon travail personnel, moi ça rajouterait un peu plus de budget par rapport à l'équipe première qu'il y en a actuellement. Il faudrait staffer un peu sur la partie médicale, sur la partie encadrement, sur la partie joueurs, avoir un staff de joueurs plus étoffé, parce qu'on est 18 joueurs pour 16 places au week-end. Mais si on parle à l'autre bout de la France, il y a des blessures, etc. Il faut arriver du coup à compléter ça. Après, je pense que nous, il faudrait qu'on se renforce sur la partie administrative parce qu'on est un peu léger sur la partie comptabilité, administrative, financière, pure et dure. Il faut qu'on se renforce, qu'on soit plus performant avec des outils. Là, on réfléchit avec le département commercial à avoir un CRM plus puissant que celui qu'on a actuellement, d'aller accentuer sur la partie numérique avec des outils vidéo, les réseaux sociaux, une vraie charte graphique. Voilà, c'est faire passer un cap au club en même temps que le sportif, du coup, passe un cap également. Ok, super. Et en toute objectivité, est-ce que tu pourrais me citer des forces et des faiblesses de ton club? On va commencer du coup par les faiblesses plutôt. La faiblesse, c'est effectivement cette diagonale du vide qui existe dans le football, c'est-à-dire qu'on est sur un territoire qui est très ancré rugby. On a aussi notre faiblesse qui est nos installations sportives, c'est-à-dire qu'on a un centre d'entraînement, des locaux administratifs, un stade de compétition qui ne répondent pas au cahier des charges de fédération d'un club de notre niveau. Et c'est pour ça que vous n'avez pas pu recevoir les équipes à Bergerac, du coup? C'est pour ça qu'on n'a pas pu recevoir les équipes à Bergerac. Et ça, c'est vraiment les 2 principales faiblesses que l'on peut identifier. Dans les forces, c'est qu'on sort du coup d'une belle épopée en Coupe de France qui a ramené de l'argent au club. Ça, on ne va pas se le cacher. Il y a une partie qui revient aux joueurs parce que c'est des apporteurs d'affaires, entre guillemets. Et une partie qui reste au club. Et nous, on a pris l'engagement d'aller réinvestir cet argent. Parce que je pense qu'il ne faut pas qu'on le garde dans notre bourse et qu'on fasse fructifier sur un compte bancaire. Il faut que les gens puissent percevoir le parcours Coupe de France comme quelque chose qui va leur servir plus tard au niveau des jeunes. Et donc nous, on souhaite leur réinvestir cet argent sur une partie sportive, salle de musculation, salle de soins et des locaux administratifs, qui va devenir du coup une vraie force pour le projet du club. Et une autre partie, on va le réinvestir sur un coworking et une salle de réunion qui pourrait se transformer en loge au stade de compétition. D'accord. Donc cette faiblesse qu'on avait identifiée
va devenir une force, je pense, avec un projet économique et un business plan qui va être monté par rapport à ça, pour drainer des nouveaux partenaires, drainer des nouvelles ressources financières. Et ça, c'est une force qui va arriver, j'espère, à la rentrée. Sinon, après, en notre force, je pense qu'on a toujours été précurseurs sur l'aspect numérique, au niveau de la visibilité qu'on peut offrir aux joueurs qui nous rejoignent, parce qu'ils sont vus sur les réseaux sociaux, ils sont vus sur la vidéo, ils sont vus dans les médias. Et je pense qu'on est capable de prendre ces meilleurs jeunes joueurs de notre territoire et de les faire monter et les envoyer après sur des niveaux au-dessus. Ça a déjà arrivé récemment par rapport à ça. Et c'est une vraie force que l'on a de faire fructifier ces potentiels très bons joueurs de notre territoire. Donc du coup, si je comprends bien, cet argent va permettre de mettre en place d'autres stratégies en fait, pour vous permettre d'être plus visible et d'être meilleur d'un point de vue aussi marketing. Ouais. Ok, bon bah c'est super. Donc on va passer un peu sur la communication. Ouais. Donc quelle est votre stratégie, la stratégie du club d'un point de vue communication ? Nous, on est toujours sur le principe de territoire. C'est-à-dire qu'on a basé une charte graphique sur les couleurs du logo de la ville, bleu et rouge, qui sont également les couleurs du club. On a également une volonté d'ancrer toujours les joueurs sur le territoire. On a fait une campagne d'affichage par rapport à tous nos outils com, avec les joueurs qui posent avec le nouveau maillot, avec la statue de Cyrano, en bord de rivière, etc. Donc c'est toujours le territoire qui est toujours mis en avant. Le local. Toujours, le local, rien que le local. Et on a aussi une envie d'être hyper innovant. C'est-à-dire qu'on est un club, on est déjà sur TikTok. C'est pas évident avec tous les clubs et ça marche plutôt pas trop mal parce qu'on fait des vidéos avec 10 000 vues pour l'instant, hein, c'est déjà arrivé. C'est bien. Donc c'est une vraie volonté. Là, on travaille notamment sur le sponsoring numérique, c'est-à-dire qu'on souhaite vendre à des partenaires, des entreprises, des vidéos qui pourraient sponsoriser avec TikTok. C'est-à-dire, par exemple, là, on est en train de tourner une vidéo pour Péchalou, les yaourts du Périgord. Ouais. Ils sont partenaires du coup de la section féminine et on est en train de tourner une vidéo avec les joueuses qui vont rigoler avec les yaourts et manger, etc. Et ce sera parrainé par Péchalou. Et je pense que ça peut faire le buzz et ça peut activer des nouvelles pistes de recettes financières. Et ça, c'est vraiment notre volonté d'avoir ce sponsoring numérique en lien avec la stratégie de com. Et après, récemment, on s'est entouré du coup d'un vidéaste qui est indépendant, qui est de Bergerac pour lancer une web-série qui s'appelle Ensemble Bergerac, qui a commencé du coup pendant le parcours de la Coupe de France et qui va se poursuivre également jusqu'à la fin de saison avec des épisodes qui vont tracer en fait l'héritage de la Coupe de France. Comment les jeunes ont perçu ça, comment on va récupérer ça avec les travaux d'investissement qu'on va faire, comment les commerçants et les bénévoles l'ont vécu. Et c'est une vraie stratégie d'augmenter la qualité de ce qu'on peut proposer à travers de la vidéo et de faire parrainer également par des entreprises parce que ça reste des produits sponsoring à vendre. Et justement, depuis la Coupe de France, donc vous avez mis en place une web-série avec l'héritage. Et cette stratégie de communication, comment va-t-elle encore évoluer prochainement et dans les années à venir ? Alors nous, du coup, cette web-série qui allait jusqu'à fin juin, on va la prolonger jusqu'à la saison prochaine. On va l'optimiser, c'est-à-dire qu'on souhaite passer à un produit vidéo. On veut proposer 6 à 7 produits vidéo. C'est-à-dire qu'on va proposer du contenu, interview décalée, portrait de joueurs, zoom sur une séance d'entraînement, un zapping, les buts du week-end. Tous ces produits qui pourront bien sûr être vendus à des entreprises partenaires seront proposés dans l'optimisation de la stratégie. Et également, on veut refondre toute la charte graphique du club, avec pareil une entreprise, avec une agence de communication freelance que l'on va prendre par rapport à ça, et d'ancrer, de régénérer un peu, de dire ok, la Coupe de France est finie, la saison, elle est passée, maintenant boum, nouvelle charte graphique, et on va retravailler un peu nos différents fonds, la police d'écriture, comme un nouveau etc. souffle. Un nouveau souffle, c'est-à-dire voilà, on va vraiment peut-être l'ancrer comme l'héritage, quoi. Ouais. Et donc c'est faire perdurer ça en mettant plus de moyens sur la communication, parce que on a besoin de réinvestir et de trouver des fonds pour avoir un retour sur investissement et d'arriver à travailler là-dessus et à optimiser la communication du club via le sponsoring numérique. Ok, super. Et donc tu me parlais de TikTok. Ouais. Et quelle autre plateforme utilisez-vous pour votre communication, des plateformes, des réseaux sociaux Donc on est présent sur les réseaux entre guillemets classiques, on est sur Facebook, on a passé les caps là des 12 000 personnes je crois, Twitter, Instagram, LinkedIn pour la partie B2B, Ouais. TikTok, on a notre chaîne YouTube et là on est en pleine réflexion sur Twitch pour lancer une émission d'après-match en live de réaction qui pourrait durer une demi-heure. Avec quelqu'un qui est engagé ou... C'est ça, exactement, ça pourrait être à la fois un journaliste qui présenterait du coup l'émission. On pourrait avoir dessus, après chaque match, des joueurs ou du staff qui viennent donner une réaction, une interview par rapport au match. Ça mettrait également en avant les produits vidéo que l'on propose sur les réseaux sociaux en amont du match. Mais également, on pourrait aussi avoir de l'interview d'un partenaire qui vient de présenter sa boîte pendant l'émission. Et ça, c'est une envie de se lancer sur Twitch parce que
c'est un public qui ne sera pas forcément local, mais plus national. Ouais. Et l'idée, c'est aussi d'optimiser à travers le local notre empreinte nationale après la Coupe de France et d'être présent et surtout de matcher avec un public assez jeune pour un renouvellement entre guillemets des populations fans de Bergerac. Ok, mais merci beaucoup. Je vais revenir un tout petit peu en arrière sur les réseaux sociaux. Depuis la Coupe de France, comment a évolué votre communauté sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as des chiffres en tête? Alors, je sais que sur Instagram, on a explosé les compteurs. Franchement, je crois qu'on est très proche des 10 000. Mais il faut savoir qu'on a beaucoup gagné très vite avec la Coupe de France. Et dès qu'on s'est fait éliminer, on a perdu un petit peu quand même. Ah ouais, ok. C'est fou, hein. Il y a des gens qui sont venus ponctuellement voir un peu les infos. Donc on a perdu un petit peu. Juste à titre d'info, la web série qu'on a lancée avec le premier épisode qui est autour de Saint-Etienne, on a fait 12 000 vues sur YouTube. Donc c'est vraiment très bien, honnêtement. Oui. C'est un épisode qu'on peut retrouver encore d'actualité sur la chaîne YouTube. Sur Facebook, ça a très bien évolué avec des records d'audience. Honnêtement, je me souviens d'une publication quand on gagne où on est en moyenne à 200 likes, une victoire. Là, on était passé à 1300, 1400 likes, quoi. Donc avec une vraie portée de publication, c'était un vrai boost par rapport à ça. Et c'est vrai que maintenant, quand on parle de sponsoring numérique et des entreprises locales, qu'on leur explique que s'ils mettent de l'argent sur tel poste, ils sont capables de mesurer le retour sur investissement. Que s'ils investissent sur une bâche au stade, c'est difficilement quantifiable. Là, on sait que s'ils sont associés sur le visuel score d'après-match, mais ça fait 400 likes en moyenne, 17 000 personnes de portée de publication, etc. Donc c'est un vrai, pour eux, c'est un vrai intérêt de miser là-dessus, honnêtement. Ouais, les gens se sont vraiment sentis investis aussi dans votre parcours c'est ça. Pendant toute la Coupe Exactement. de France, donc c'est super. Donc maintenant, on va plus passer sur ton parcours. Donc toi, ton parcours professionnel et personnel. D'accord. Donc pour commencer, quelle étude as-tu suivi? Alors du coup, moi j'ai fait un bac ES au lycée Mendes-de-Biran à Bergerac. Après, je suis arrivé du coup à Périgueux faire mon DUT Tech Deco ici en 2 ans. Après le DUT, du coup, je suis parti à la fac d'économie et gestion de Pessac, à côté de Bordeaux, faire l'option du coup sciences du management. C'était très théorique, honnêtement. Et après, du coup, j'ai bifurqué du coup sur l'IAE de Bordeaux, faire mon master en 2 ans de commercial business development. Et en parallèle du coup de mon cursus scolaire, j'ai pu faire 3 stages, on va dire de façon globale. Un stage de 2 mois en fin DUT autour du comité départemental de tourisme en assistant web marketing. J'ai fait également un stage à l'étranger en master à Madrid au sein du groupe Savencia. Le groupe Savencia, c'est les fromages tartare, Saint-Mauré, etc. Dans le service marketing à Madrid auprès d'une marque espagnole. Et après, du coup, à la fin de mon master à l'IAE, je suis parti du coup dans le groupe Lagardère Sport, qui est une agence de marketing sportif qui s'appelle Sport5 maintenant, où j'ai travaillé pour les clubs comme Saint-Etienne, Nice et Auxerre sur le développement de leur marque, on va dire, au niveau marketing et commercial à distance. Et du coup, j'ai pu apprendre beaucoup auprès des clubs pro. Et c'est à l'issue de ce stage que j'ai voulu du coup repartir sur Bergerac. Et donc aujourd'hui, tu es directeur général du club. En quoi consiste concrètement ce travail ? Bon, pour résumer de façon synthétique, j'ai l'habitude de dire que je suis quelqu'un qui met de l'huile dans les rouages par rapport à un club sportif, parce que quand je suis au centre du projet sportif, je suis au centre du projet commercial, du projet communication, du projet administratif, du projet financier. Et en fait, je coordonne un peu tout ça. Donc ça fait beaucoup de choses. Souvent on dit on ne peut pas être bon partout, donc j'essaye d'être un peu bon partout, mais c'est pas simple. Et l'idée c'est de pouvoir coordonner au mieux, vraiment de mettre de l'huile dans les rouages, tout simplement, c'est un peu le but. Mais je travaille sur tous ces volets-là, avec autant de passion que j'y mets d'envie. Et c'est un poste qui est passionnant parce qu'on touche à tout. Voilà, c'est très polyvalent, on peut faire un peu ce qu'on veut, sans forcément, on se trompe énormément. Mais c'est aussi un poste où on apprend beaucoup et on tente des choses qui sont intéressantes après à exploiter pour la suite. Et est-ce que tu peux nous éclairer sur la différence entre le président d'un club et le directeur général ? Donc le club déjà c'est une association, donc il y a un bureau qui est composé d'un président, d'un trésorier et d'un secrétaire général. Ce sont des postes qui sont bénévoles. C'est vrai que le président du coup est bénévole au sein du club et le poste de directeur général est lui salarié. C'est-à-dire que c'est mon job à temps plein, au même titre que le commercial, que la secrétaire, que la comptable, que la communication. Donc moi je suis salarié de l'asso. Le président lui est bénévole. Voilà. Et est-ce que des expériences sont attendues pour être directeur d'un club ? Il faut d'abord, je pense, aimer le sport déjà. C'est la première des choses. Ensuite, il faut aimer les gens aussi, parce qu'on a beaucoup de contacts humains
On touche à la fois les joueurs, les salariés, les éducateurs, les supporters, les bénévoles, les abonnés, donc les partenaires. On ne parle pas toujours à ces personnes de la même façon, donc il faut être habitué à gérer différents publics d'interlocuteurs, toujours avoir beaucoup de preuves d'adaptation. Après, en termes d'expérience, je pense qu'il faut surtout être très organisé, parce que on recentre en fait tous les projets dessus. Donc si on oublie ce qu'on a dit à la réunion d'hier, c'est compliqué de faire avancer les projets, donc il faut être très organisé. Et il faut surtout se confronter un peu au monde associatif et du bénévolat, parce que c'est pas inné de s'adresser à un bénévole comme on pourrait s'adresser à un salarié. Donc c'est important d'avoir fait un peu de bénévolat avant, je pense, de connaître le monde associatif, comment ça fonctionne. Ouais. Et c'est ce que j'avais fait, effectivement. Je m'étais vraiment intégré de façon bénévole dans le club, filer coup de main sur le démarchage commercial, sur de l'événementiel, et ça m'a permis en fait d'accroître, on va dire, un petit peu de notoriété par rapport à qui j'étais, et d'avoir un peu également de crédit, où le jour où je suis arrivé, où les gens me connaissaient et ont su que j'étais capable de gérer un projet comme ça, quoi. Et pourquoi avoir fait le choix justement de reprendre le club ? Mais faut savoir que quand j'étais à Paris, j'aurais pu avoir l'occasion de rester à Paris, d'avoir d'autres opportunités dans le monde du sport, mais je voulais pas être cloisonné à un seul métier, entre guillemets, du marketing, du commercial. Et je savais qu'en revenant à Bergerac, les gens ont peut-être cru que c'était facile, parce que on arrive en tant que fils du président, etc. On peut croire que c'est facile, mais la pression elle est un peu différente, parce que si on se rate, c'est une carrière qui peut être ratée. Et l'idée, c'est de pouvoir tenter des choses. Moi, je voulais échouer à Bergerac, je voulais réussir également, mais je voulais surtout tenter des choses. Et à partir de là, je sais ce qui marche, je sais ce qui marche pas. Et quand j'irai peut-être plus tard me vendre un autre projet, mais je serais capable de dire, ça j'ai fait, ça n'a pas marché, ça j'ai fait, ça a marché, et je peux vous apporter ça. Ouais. Et en fait, à Bergerac, j'ai pas de cloison, on va dire. Je suis pas dans une case précise. Je fais du sportif, je fais de l'administratif, je fais du financier, du marketing, du commercial. Et ça, pour moi, pour le plus tard, c'est une vraie force d'avoir touché un peu à tout. Et est-ce que tu connais un peu les qualités indispensables pour faire ce métier ? Moi, je pense qu'il faut être très autonome, parce que quand on est directeur, en fait, on est en haut, et on n'a pas forcément de chef qui donne des ordres, qui guide, qui met un cahier des charges à disposition. Donc il faut être capable de s'organiser soi-même. Il faut être très organisé, c'est-à-dire à la fois dans la prise de notes des réunions, à la fois dans l'outil de travail collaboratif. On travaille beaucoup avec Google Drive, notamment au sein du club. Il faut être aussi très sociable, parce qu'on parle à beaucoup de gens et on croise beaucoup de monde qui raconte beaucoup de choses toute la journée. Et je pense aussi également qu'il faut être... il faut aimer son métier, parce que si on n'aime pas ce qu'on fait, au contact des gens, c'est compliqué. Et ça, du coup, c'est une des principales qualités qu'il faut avoir, je pense. Ok. Et tu les as ? J'espère. Faut demander à mes collaborateurs là-dessus. Et donc là, tu me parlais que tu voulais rentrer donc en M2. Ouais. Refaire un master, une deuxième année de master. Donc, à part cette envie-là, quelles sont tes perspectives d'avenir personnelles, professionnelles ? Non, sur la partie pro, moi je pense que le projet Bergeracois, il va durer encore pour moi entre 12 mois et 18 mois, je pense, entre un an et demi, parce que ça fera quasiment 4 ans et demi que je suis là. Je pense que dans les projets comme ça, il faut savoir se renouveler. Et après, ma volonté, c'est toujours été celle depuis le départ, c'est d'intégrer un club professionnel. Voilà, c'est de franchir un palier, quitte à repartir à l'échelle la plus basse, parce que jamais j'arriverai dans un autre club à 25 ans en étant directeur général, ça j'en ai totalement conscience, mais il faut aussi savoir se mettre en question, prendre des risques. Financièrement, je gagne peut-être moins bien ma vie qu'ailleurs qu'à Bergerac, mais d'un côté, je veux prouver que je suis capable d'amener des choses à un club pro qui est structuré avec des idées déjà en place, et d'apporter un peu cette maigre connaissance du monde amateur, quoi, de dire voilà, j'ai connu un peu... je sais comment tirer une bière, je sais comment faire des frites, des saucisses. C'est pas inné chez tout le monde, quoi. Donc moi j'ai connu ce milieu-là un peu rural, et je pense que ça peut apporter à des projets de club un peu qui me ressemblent, avec des valeurs un peu similaires. Et ce serait du coup de repartir sur un club pro. Et puis à terme, je pense créer ma propre entreprise. Je sais pas encore dans quoi, mais j'ai envie d'entreprendre également, de mettre à profit ce que j'ai vu dans le monde amateur et le monde pro à soit des clubs pro ou des particuliers, à voir. Ce sera à définir. Et ce serait pour avoir quel rôle dans un club professionnel, du coup ? Je me décris comme quelqu'un qui peut créer du lien avec du territoire. Donc par exemple, moi, un poste qui me ferait rêver, c'est aller au Girondins de Bordeaux, s'occuper de toute la relation interclub-territoire, c'est-à-dire tant sur la partie économique que sportive, rencontrer les clubs, rencontrer les entreprises, créer du lien, faire du réseau tout simplement. Et je pense que là où je serais le plus efficace, c'est dans ce milieu-là, sur le développement à la fois commercial, événementiel, mais également un peu de marketing, parce que j'en ai touché en étant à Paris. Et c'est, je pense, sur ces 3 sujets qui sont pour moi très liés à chaque fois,
où je pourrais peut-être apporter une vraie plus-value à un club. Ok, super. Et ma dernière question sur ça, ce sera comment imagines-tu le travail d'un directeur de club de foot dans 10 ans? C'est une bonne question, c'est un sujet sur lequel on s'est penché. Alors, j'ai du mal à voir l'évolution du poste en lui-même, mais je vois un peu les pratiques qui s'y fait. Le numérique sera prépondérant dans tout. C'est-à-dire que on est en train de, nous, au niveau du club, de numériser tout ce qui est les procédures administratives. C'est-à-dire au lieu d'avoir de l'archivage papier, on va avoir de l'archivage numérique dématérialisé. Ça, c'est quelque chose qui va arriver très rapidement. Nous, à Bergerac, on croit beaucoup à la stratégie RSE, c'est-à-dire aux piliers sociétaux et environnementaux. Et je pense que le club de foot devra avoir un rôle là-dessus hyper important, parce qu'on en parlait encore récemment, on a 430 licenciés, on n'a certainement pas 430 joueurs qui vont finir professionnels, mais il faut au moins que ceux qui sortent de Bergerac, ils aient appris quelque chose, à la fois sur les valeurs. Si c'est sportif, c'est bien, si c'est sur l'environnement, c'est mieux, si c'est sur l'aspect social, c'est encore mieux. Donc voilà, nous, l'idée, je pense que la philosophie autour des clubs sportifs va évoluer par rapport à ça. Et après, le poste de directeur va devoir s'adapter aussi aux nouvelles mentalités qui arrivent dans la société, devoir manager, on va dire, avec toutes les contraintes des nouvelles technologies, hein, voilà, les réseaux sociaux, etc., s'adapter avec son temps. Mais je pense que ce ne sera pas des contraintes, il y a toujours des opportunités dans tout, donc ce sera, je pense, challengeant de se remettre en question. Ok. Et justement, je vais revenir sur la politique RSE, tout ça. Comment vous traduisez vos enjeux environnementaux concrètement au quotidien dans le club? Bon, pour donner du coup un exemple assez concret, nous on a signé on est adhérent de l'association Football Écologie France qui nous accompagne par rapport à la structuration de la politique RSE du club, et on a aussi noué un partenariat avec Veolia qui est une entreprise très implémentée sur la stratégie RSE et nous aide par rapport à tout ce qui est préservation de l'eau et de l'environnement. Notamment, un exemple, ils ont financé toutes les gourdes pour les licenciés du club. Donc on a aboli le plastique hexagénique à l'entraînement, ils ont obligation de venir avec la gourde fournie par Veolia. Et également, c'est aussi passé quand on a joué contre les Girondins de Bordeaux cet été en match amical, on a fait une green fan zone, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a une fan zone un peu autour de la RSE, avec le syndicat mixte des déchets qui avait fait un basket tri avec des différents déchets à jeter dans le bon panier. Veolia était lié sur la préservation de l'eau. On avait des véhicules électriques en exposition et on avait l'asso Football Écologie France qui était là pour présenter un peu son champ d'action. Donc c'est des choses comme ça que l'on met en place. Et là, on aimerait un peu optimiser ça, cette stratégie, autour de l'agriculture, autour de la parité homme-femme, et également autour de l'inclusion sociale à travers le sport via le handicap. Parce qu'on a une section de foot adaptée qu'on veut faire monter, on va dire, en compétences, elle également, et on cherche des partenaires par rapport à ça qui seraient intéressés par rapport à ces enjeux pour nous aider à nous structurer. Donc le message est passé. Bon, ce sont des très beaux projets. Voilà, exactement. Donc pour finir, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux étudiants qui nous écoutent ? Souvent, j'ai tendance à dire qu'il faut s'impliquer dans les projets tutorés que vous avez, parce que c'est des véritables expériences que vous vivez, et c'est surtout des expériences qui sont valorisables sur un CV au tout début de votre carrière pour trouver des stages. Sachez que chaque stage va vous aider à vous ouvrir d'autres portes pour d'autres expériences. Donc il faut vraiment s'intégrer là-dedans et être le plus performant possible. Et surtout, ce que vous allez faire, c'est faire du réseau, parce qu'on se rend compte qu'en fait, à l'heure actuelle, c'est beaucoup de bouche à oreille sur ce qui se passe, et du coup, plus vous serez ouvert aux gens, et plus vous aurez des retours, même si des fois c'est un peu chiant de discuter avec tout le monde, hein, j'en ai bien conscience, mais ça aide vraiment à créer du réseau, à découvrir d'autres choses, et des fois aussi de se remettre un peu en question, c'est-à-dire voilà, de s'intéresser aux gens, on peut apprendre aussi avec les gens, et je pense que c'est le meilleur conseil que je puisse donner aux jeunes, s'ouvrir, se faire du réseau, et s'intégrer sur des projets un peu associatifs, bénévolat, et le faire à fond pour une vraie expérience qui sera du coup valorisable plus tard. Ok, bon, on va prendre ça en compte. Très bien, super. Et est-ce que tu as des recommandations d'expérience, de lecture, de stage qui pourraient, par exemple dans le milieu du marketing, aider les étudiants à s'en faire une idée plus concrète ? Bon, je vais plutôt élargir, resserrer au niveau du management sportif, plutôt parce que c'est mon milieu. Ouais. Moi, j'ai pris le parti pris de partir en stage plutôt sur une agence de marketing plutôt qu'un club. Donc s'il y a des gens qui se posent la question, qui veulent à tout prix rentrer sur un club pro, moi je conseille plutôt de faire le stage dans l'agence de marketing, parce qu'on a une double vision. On a la vision à la fois côté club et côté annonceur. Par exemple, pour une petite expérience, quand Uber Eats choisit de parrainer la Ligue 1, il contacte Sport5 et dit « Nous, on veut sponsoriser un club ou une compétition, aidez-nous par rapport à ça. » Donc on a ce côté de entreprise qui cherche la visibilité et l'autre côté de club qui cherche des partenaires.
donc du coup, ça nous ouvre en fait le spectre, qu'est-ce qu'ils attendent, les attendus, tout ce qui est objectif. Que quand on est d'un côté d'un club pro, on a que ce qu'on veut nous vendre comme objectif de sponsoring. Donc voilà, c'est un petit conseil et je pense que l'agence de marketing global permet d'avoir différents clients et de voir différentes choses. Donc c'est peut-être le conseil dans les stages, si vous devez prioriser des choses, tentez l'agence avant de vous intégrer sur une marque précise. Ouais, pour avoir une vision vraiment globale. Exactement, c'est ça. Ok, super. Et est-ce qu'il y a un dernier point que tu voudrais aborder ? Non, pas forcément de dernier point, juste te remercier de l'invitation. C'est toujours un plaisir de revenir à l'IUT, de voir que ça évolue toujours positivement et de voir que les anciens élèves sont toujours bien accueillis. Donc ça, c'est toujours sympa et c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger, notamment parce que le club de Bergerac est assez proche de Périgueux. Et je pense que s'il y a des étudiants qui sont intéressés de discuter autour du club de Bergerac, etc., je me tiens à l'entière disposition pour parler de tout, franchement, de tous les sujets. Et s'il y en a qui sont intéressés plus tard de faire des stages ou d'intégrer une alternance, etc., on pourra étudier toutes les candidatures. Et bien sûr que j'aurai un œil attentif à ceux provenant de l'UT des Tech de Co de Périgueux. Super, bon merci beaucoup Paul. Merci. Et bonne continuation du coup d'un point de vue professionnel et pour le club. Merci, c'est gentil, à toi aussi. Merci, au revoir. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez nous aider dans notre démarche en vous abonnant à notre podcast et en laissant un commentaire. Merci pour votre soutien et votre écoute et à très bientôt sur Marketing, le podcast universitaire pour tous les cueils du marketing.